je mets souvent en avant le format EMOM, Ouais, un cluster. every minute on the minute, donc c'est chaque minute sur la minute en français. Pour rappel, très rapidement, c'est simplement, je crois que ça vient du CrossFit, je sais même pas si ça vient du CrossFit à la base, mais je sais qu'ils font beaucoup en CrossFit. Je connais pas Et trop ça. ouais, donc c'est juste une forme de cluster où en fait, tu lances un chrono, tu fais tes répétitions, et dès que la minute passe, tu refais tes reps, et à chaque minute comme ça. Donc tu lances, hop, le chrono est lancé, admettons tu fais 5 tractions. Euh, à la fin de tes 5 tractions, ça fait déjà 20 secondes que le chrono est lancé. Il te reste 40 secondes jusqu'à la prochaine minute. Et à la prochaine minute, bah, tu refais 5 reps et tu fais ça fois le nombre de minutes. Donc ça, c'est les EMOM. Et en fait, ouais, dans le post que je voulais faire, en fait, je trouvais ça intéressant parce que sur les EMOM, tu vois, si on se dit, tiens, d'un point de vue hypertrophie, parce que tu peux, encore une fois, c'est une forme de cluster, les EMOM. Euh, Pourquoi? Parce que bah, c'est comme une grande série qui est découpée en plein de En séries 40 secondes, ouais. avec des récup. Alors, c'est pas des micro-récup comme sur le cluster traditionnel avec 10-15 secondes à chaque fois, mais bon, Je trouve voilà. que c'est pareil. Ouais, c'est une autre Ouais. forme de cluster. Et, et donc, ce qu'on sait, c'est que pour l'hypertrophie, ce qui est important, c'est d'avoir une vitesse de barre ou une vitesse de mouvement qui diminue vachement, qu'on est proche de l'échec, etc. Donc, on peut se dire, tiens, si je fais un EMOM par exemple sur 8 ou 10 minutes, euh, les premières minutes, elles vont servir à rien, entre guillemets. Enfin, non, elles vont pas servir à rien, justement. Je vais revenir là-dessus. Mais on peut se dire, tiens, si je dois arriver proche de l'échec vraiment sur les dernières minutes, ou en tout cas les 2 dernières minutes, admettons, et la dernière soit à l'échec, ou enfin, même pas soit à l'échec, mais proche de l'échec en tout cas, ça veut dire que forcément, sur le mouvement que j'ai fait, la charge que j'aurais choisi les premières minutes, ça va être entre guillemets facile. Et donc ça va être pas, on va pas être dans les répétitions effectives pour l'hypertrophie, mais là où je trouve ça intéressant et par rapport à cette notion de puissance et tout ça, c'est qu'on peut se dire que les premières minutes vont plus servir à la puissance, au RFD par exemple, et plus on va fatiguer et avancer dans le... Supposons que c'est un EMOM pour l'hypertrophie bien sûr, parce qu'en fonction de comment on manipule les paramètres, on peut orienter vers ce qu'on veut, ça peut être de la force max aussi. Eh bien, on peut petit à petit envoyer des séries, il y a certaines séries des mômes qui vont être beaucoup plus efficaces pour l'hypertrophie. Et au final, si par exemple tu fais un EMOM de 10 minutes, tu peux dire que tu as 5-6 minutes qui sont vachement bien pour le RFD, pour la puissance, et plus tu approches des dernières minutes et de l'échec, plus tu vas être bien pour l'hypertrophie. Et ça, c'est une réflexion que j'ai eue parce que pendant un temps, quand j'avais commencé les EMOM, je me disais, ouais, mais en fait, vu que les reps en réserve, c'est important pour l'hypertrophie, il faudrait être tout de suite, dès la première Mais minute, tu me charges. proche de l'échec, tu vois. Sauf que si tu fais 10 minutes, 10 séries où tu es tout le temps proche de l'échec à chaque fois, ça veut dire que tu dois diminuer ta charge à chaque fois et tu fais un volume de fou Ouais. en étant tout le temps proche de l'échec. Donc, ouais, ma vision, elle a changé là-dessus où en fait, non, faut accepter d'être vraiment loin de l'échec pour le coup sur les premières minutes d'un EMOM et pour le coup beaucoup plus proche sur la fin. Mais ouais, c'est moins polarisé qu'avant dans le sens où ouais, à partir du moment où on est proche de l'échec, je pense que il y a cette relation inverse entre, en tout cas pour l'hypertrophie, entre proximité de l'échec et le volume. Ouais. Si vraiment tu vas à l'échec total et que je sais pas si, pour rester sur l'exemple des tractions parce que j'aime bien ça, si tu n'arrives plus à faire une traction supplémentaire, donc que tu arrives à l'échec, là il faudra pas qu'il y ait un gros volume. Par contre, si tu te laisses de la réserve, il n'y a pas de souci, tu peux tu peux mettre plus de volume. Et par rapport au développement de la puissance, là, je repense sur le papier de Natera, mais de Alex Natera, d'ailleurs, qui est un grand fan de l'isométrie. Et Alors, on pourra en reparler. ouais, Alex, vraiment, vraiment une source de malade sur le développement de la force par l'ISO. Mais sur le papier, du coup, par rapport au cluster, il y a aussi une notion qui était intéressante, c'est traditionnellement, on a tendance à dire, ouais, bah, pour travailler la puissance, tu te mets entre 60% et 80% de ton 1RM. En fait, ils ont utilisé 60 et 80% parce que c'est généralement là où tu peux avoir des vitesses de barre assez élevées. En revanche, quand tu fais 6 répétitions, par exemple, dans tout ce qui est traditionnel, tu vas perdre en vitesse de barre. Et en cluster, ils ont dit, bah, nous, on va redécouper les séries. Et l'avantage aussi de redécouper les séries, c'est que bah, naturellement, tu peux travailler sur des pourcentages et des charges qui sont plus importantes. Donc au lieu de travailler à 60%, 70 ou quoi, bah, tu peux peut-être travailler à 80, même 90%. Et là, les gens, classiquement, vont dire, bah, 90%, t'es sur de la force max, t'es plus sur de la puissance. Mais en fait, non, parce que si du coup on redécoupe les séries et qu'on a toujours des vitesses de barre qui sont rapides, on est toujours sur un développement de la puissance. Donc
c'est pas vraiment binaire. Et il faut se dire que le cluster, c'est juste un moyen de garder de la qualité. Et du coup, ça nous permet aussi d'étendre le spectre et se dire, bah, on va travailler plus proche de la force max, entre guillemets, à des vitesses de barre très élevées. Et du coup, c'est un espèce de En continuum. en manipulant la récupération justement Oui. pour garder une vitesse de barre élevée et limiter la fatigue. Parce que dernière chose, on pourrait se dire, bah, le 3 fois 6 répétitions, si on prend la vitesse de la dernière répétition, donc de la sixième, sur une série traditionnelle par exemple à 60% de 1 RM, on va dire, peut-être qu'un athlète, on peut lui mettre 80% d'un RM et il peut avoir une vitesse de barre supérieure à ce qu'il aurait fait traditionnellement. Donc en fait, faut pas se dire plus on est lourd et moins on peut être rapide, c'est faux. C'est juste une, euh, une capacité à redécouper les répétitions pour garder de la qualité, quoi. Mais d'ailleurs, donc là tu parles de puissance, mais pour le travail de RFD, parce que tu donnais les exemples de... Alors, je crois que c'était pour la puissance ou le RFD les 60%. Puissance. Parce que c'était du mouvement. Ouais, donc parce qu'il y a c'est cette, puissance. il y a cette différence aussi, on n'a pas parlé, mais de la différence entre RFD et la puissance. Parce que la puissance, comment dire, c'est le produit de la force et de la vitesse, du coup. Donc c'est une force optimale et une vitesse optimale. Le temps, Ça veut pas dire que c'est une force max, un pic de force et une vitesse et un pic de vitesse. C'est pas possible d'avoir les deux. Si on a la courbe force-vitesse, on la mettra. Mais du coup, la puissance max que tu peux exprimer, c'est un compromis de la force et un compromis de la vitesse. optimal. Ouais. Donc voilà, la puissance c'est force fois vitesse, alors que on l'a dit, le RFD, le taux de développement de la force, qu'on peut vulgariser par explosivité, c'est simplement la pente de la courbe force-temps, donc vraiment la vitesse à laquelle on va appliquer notre force et qui va, enfin voilà, la pente de cette courbe, quoi. Pour atteindre la force max. Mais concrètement, le RFD c'est pareil. Souvent on se dit ouais, travail d'explosivité, il faut que ce soit léger pour que ce soit rapide. Mais si on se dit que vraiment biomécaniquement le taux de développement de la force c'est justement cette pente et du coup la vitesse que je vais mettre, donc il faut que plus j'ai un RFD élevé, moins je mets de temps à atteindre mon pic de force. Mais du coup, je peux très bien, vu que c'est la vitesse en quelque sorte à laquelle je vais appliquer ma force, je peux très bien le faire sur du léger comme sur du lourd. On est d'accord. Je peux faire du RFD à Compétence. 85-90%, tout comme je peux le faire à 40%.